Le groupe d'armées du centre était dirigé comme la pointe d'une lance vers le cœur de l'Union soviétique. C'est cette impressionnante concentration d'hommes et d'armes que Staline voulait neutraliser en priorité, avant même les groupes d'armées du Nord et du Sud. En décembre 1941, le groupe d'armées du centre était à 2 doigts de s'emparer de Moscou, la capitale de l'Empire soviétique. L'armée rouge allait devoir combattre plusieurs années avant de vaincre la Wehrmacht et échapper de peu à la défaite. Le groupe d'armées centre. Objectif, Moscou. Comme son nom l'indique, le groupe d'armées du centre était la force chargée du secteur central du front, formé par les 3 grands groupes d'armées qu'Hitler lança contre la Russie le 22 juin 1941. Le groupe d'armées nord devait foncer vers Leningrad. Le groupe d'armées du centre devait filer tout droit vers Moscou, en passant par Minsk et Smolensk, et le groupe d'armées du sud devait pousser vers Odessa sur la mer Noire et vers la Crimée. Pour la grande offensive du 22 juin, le groupe centre, commandé par le maréchal von Bock, était formé de 4 puissantes formations. La 4e armée de von Kluge, la 9e armée du général Strauss, le 2e groupe de panzer du général Guderian et le 3e groupe de panzer commandé par le général Hoth. L'appui aérien était assuré par la Luftflotte 2 du maréchal Kesselring. Le groupe d'armées du centre fut la plus formidable concentration de troupes allemandes à prendre part à la guerre germano-soviétique. Il était commandé par le maréchal von Bock, qui, avant le début de l'attaque allemande contre la Russie, avait exprimé ses inquiétudes sur le plan général de l'opération Barbarossa. Il était réaliste, sensible, mais c'était également un chef et un stratège hautement qualifié. Le Feldmarschall Theodor von Bock avait commandé le groupe d'armée B lors de l'attaque contre la France en mai et juin 1940. Il reçut ce qui était considéré comme une mission privilégiée dans l'opération Barbarossa, le commandement du groupe d'armées centre. Expérimenté et capable, il était issu des écoles militaires allemandes traditionnelles. Il savait composer au mieux avec ses subalternes les plus impétueux. Il était épaulé par des hommes comme Heinz Guderian, commandant du 2e Panzergroupe, peut-être l'un des plus célèbres chefs militaires allemands du XXe siècle. Le groupe d'armées du centre était une formation plus importante que celle des 2 autres groupes. Il était constitué de 50 divisions allemandes, contre 39 dans le groupe sud et seulement 29 dans le groupe nord. Il disposait de 910 avions, contre 684 pour le groupe sud et 434 pour le groupe nord. Les 2 groupes de panzer sous le contrôle de von Bock au sein du groupe centre avaient reçu la part du Lion de l'allocation de chars pour la grande attaque. Quelques 1700 chars étaient attribués à von Bock contre 1000 à von Munstedt du groupe sud et 650 à von Leiven du groupe nord.
En plus, le groupe Centre pouvait s'appuyer sur 3000 pièces d'artillerie. De ce point de vue, le groupe d'armée du Centre était vraiment bien servi. Il avait un rôle clé à jouer et continua à jouer un rôle important jusqu'en 1944. En 1941, le succès du groupe d'armée Centre était crucial pour le succès de l'ensemble de la campagne. S'il atteignait ses objectifs, et il fut proche de le faire, il y avait une vraie possibilité que la guerre à l'Est puisse être gagnée par Hitler en 1941. Le groupe d'armée Centre était la lance pointée vers le cœur de l'État soviétique. Mais les hommes de l'armée rouge allaient combattre héroïquement pour éviter une blessure mortelle. C'était une dague que les Russes essayaient désespérément d'ôter, quelle que soit la stratégie adoptée par les Russes face au groupe d'armée Centre. L'objectif sous-jacent de cet affrontement était la tentative de destruction du groupe d'armée Centre. Les Russes ont contourné les flancs au nord et au sud, mais le groupe d'armée du Centre était toujours là, et sa puissance n'était en rien entamée. Pour le haut commandement, représenté par Halder, ce groupe était d'une importance stratégique décisive, car lui et bien d'autres considéraient que prendre Moscou, la capitale de l'Union soviétique, était la meilleure opportunité de porter un coup fatal à l'Union soviétique en leur assurant la victoire en une seule campagne. Le groupe d'armée du Centre était donc l'instrument décisif pour que cette stratégie puisse porter ses fruits. Compte tenu de l'importance politique, économique, routière, ferroviaire et militaire de Moscou pour l'Union soviétique, Halder était persuadé que l'armée rouge serait obligée de s'adapter à l'initiative stratégique du groupe d'armée Centre. De plus, il estimait que lors de la défense de Moscou, cette armée serait anéantie. Moscou conquise, l'Union soviétique serait dans l'incapacité de réorganiser les troupes restantes et d'avoir la moindre chance de battre l'armée allemande. Les premiers jours de la bataille se déroulèrent comme si le groupe d'armée du Centre allait atteindre son objectif. L'opération Barbarossa déferla sur les forces de l'armée rouge, mal préparées, le dimanche 22 juin 1941. Dans les premiers jours de la campagne, les deux groupes de Panzer de Hoth et Guderian réussirent l'encerclement d'une poche près de Bialystok, dans laquelle se trouvaient de nombreux Russes en pleine débâcle et sans commandement. Puis ils se dirigèrent vers Minsk. La confusion était si grande au sein du commandement russe que dans beaucoup de ces centres, c'était le chaos total. La seule résistance un peu sérieuse lors des combats sur la frontière fut celle de la ville de Brest-Litovsk. Là, la garnison de la citadelle résista pendant 8 jours. Ce fut seulement grâce à la conjonction d'une attaque de Stuka, équipée de bombes brisantes de 1800 kg, que la citadelle tomba aux mains des Allemands. « 70 000 de ces soldats courageux entamèrent une terrible captivité dont très peu sortirent vivants. Les actualités de l'époque montrent la garnison de Brest-Litovsk se rendre aux forces du groupe d'armée du Centre. La théorie des soviétiques était qu'un délai s'écoulerait entre la déclaration de la guerre et le début des opérations. Le second point de cette théorie était que des pourparlers avant l'engagement seraient engagés. Et le troisième point était enfin qu'en cas d'avancée des armées allemandes, les forces soviétiques avanceraient à leur tour pour rétablir la situation. Et bien sûr, il n'y eut pas de déclaration de guerre, pas plus que d'ultimatum. L'attaque fut une surprise totale.
Lorsque l'on considère la condition de l'armée rouge face au groupe d'armées du centre en juin 1941, personne ne peut ignorer l'impact des purges que Staline avait infligées à l'armée rouge entre 1936 et 1938. Staline avait entièrement décimé le corps des officiers de son armée. Les 2/3 de tous les officiers au-dessus du grade de major avaient été emprisonnés ou exécutés. Ceux qui restèrent à leur poste n'étaient plus que des témoins apeurés. Ils étaient totalement incapables de faire preuve d'initiative et rechignaient à le faire même si on les y invitait. On a dit que l'armée rouge s'était retrouvée impuissante. Ce n'est pas tout à fait exact. En raison de ces circonstances, il lui fut juste impossible d'avoir une réaction cohérente. L'armée rouge disposait d'une énorme quantité d'hommes, mais ces armes étaient usées et obsolètes. C'était particulièrement vrai des chars et des avions. En termes de radio, l'équipement de l'armée rouge sur le front ouest était catastrophique. Les Russes ne disposaient pas de moyens de communication leur permettant de réagir aux mouvements rapides dans lesquels les Allemands étaient devenus les spécialistes. Ils étaient donc dans l'incapacité de faire front. Une disproportion énorme existait entre le groupe d'armées du centre et les troupes soviétiques qui devaient l'affronter. The Russian forces facing Army Group Center were in no way a match for their German counterparts. Après le succès de Minsk, le groupe d'armées du centre avança vers Smolensk, où un grand nombre de prisonniers furent faits hors de la ville. Et pourtant, en dépit des énormes revers que l'armée rouge avait subis, les Allemands furent déconcertés de constater que la résistance soviétique devenait de plus en plus forte. Les Allemands furent confrontés à une nouvelle et désagréable surprise. Les premiers chars russes T-34 qui apparurent lors de la bataille de Vyazma. Ces nouveaux chars foncèrent à travers la 7e division d'infanterie directement vers les positions d'artillerie et écrasèrent littéralement les canons. Le choc pour les fantassins allemands fut terrible. Il marqua le début de ce qui fut ensuite appelé la terreur des chars. En 1941, le T-34 était intransperçable par les armes anti-chars de l'infanterie. L'infanterie allemande était équipée alors de canons de 37 mm et de 50 mm anti-chars, mais ils étaient sans effet contre le T-34. Un canon de 75 mm au minimum, devenu indispensable, devait être conçu et construit. En attendant, seul le canon de 88 mm anti-aérien était utilisable en urgence pour la lutte anti-chars. À la fin juillet, le groupe d'armées du centre déplorait 74 000 pertes, mais n'avait reçu que 23 000 remplaçants. Une lacune importante dès le premier mois d'une campagne qui allait durer 4 ans. Les avancées rapides de juin et juillet commencèrent à ralentir dès le mois d'août, et surtout en septembre, car les Russes ne donnaient aucun signe d'affaiblissement. Au début du mois de juillet 1941, il était évident que le plan initial de l'opération Barbarossa avait échoué. Il s'était avéré impossible de détruire les armées russes. Elles pouvaient être repoussées et lourdement défaites, mais ne pouvaient pas être anéanties. En dépit de succès incontestables, le groupe d'armées du centre n'avait pas réussi à prendre rapidement Moscou. À ce moment crucial, Hitler intervint sur le plan stratégique général. Il décida que le général Heinz Guderian et son 2e Panzergruppe devaient être dirigés vers le sud pour assister le groupe d'armées qui combattait
au lieu de concentrer ses forces pour l'attaque finale de Moscou. Avec le recul, ce fut une intervention désastreuse, bien qu'à cette époque Hitler semble avoir vu juste. Comme le montrent les actualités de l'époque, Guderian et ses chars pénétrèrent profondément dans le territoire soviétique. Ils contribuèrent à une grande victoire lorsque, s'associant aux forces de Panzer du groupe d'armée sud de von Kleist, ils encerclèrent et capturèrent un grand nombre de soviétiques. Cette séquence montre la jonction entre les chars de Guderian avec le jet blanc et les véhicules de von Kleist qui sont frappés d'un K blanc. Guderian avait été l'un des théoriciens les plus compétents des forces allemandes pendant les années 30. En 1939, lors de l'invasion de la Pologne, ainsi qu'en 1940, il s'affirma comme un commandant de l'armée allemande particulièrement efficace sur le terrain. Il avait commandé le 19e Panzer avec brio pendant la bataille de France en mai 1940. Il était impétueux et direct, ce qui lui créait de grandes difficultés à maintenir des relations cordiales avec les officiers qui l'entouraient. En tant qu'architecte de la stratégie de la guerre éclair, Guderian ne se laissa pas impressionner par l'énorme quantité de prisonniers de la poche de Kiev. Il savait que l'esprit même de la Blitzkrieg était d'effectuer des avancées concertées vers un seul objectif, et cet objectif ne pouvait être que Moscou. Il fit état de son sentiment sans diplomatie à Hitler, et la réponse cinglante du Führer constitue la première étape d'un ressentiment qui conduira Guderian à démissionner en décembre 1941. Il existait un réel différend à propos des objectifs, et principalement se posait la question de la conquête de Stalingrad. Du point de vue d'Hitler, ce devait être l'objectif prioritaire, et sa réaction fut bien sûr d'obliquer vers le sud. C'est ce mouvement en Ukraine qui me permet de considérer qu'un réel changement d'objectif était intervenu dans l'opération Barbarossa. La confusion relative aux objectifs généraux de Barbarossa prend naissance fondamentalement dans un désaccord entre Adolf Hitler et le chef d'état-major Franz Halder à propos des objectifs stratégiques de l'opération. Hitler et Halder, ainsi que le haut commandement allemand, étaient d'accord sur le fait que ce devait être une guerre pour l'espace vital, une guerre d'anéantissement qui devait être aussi rapide que possible. Leur désaccord portait sur le meilleur objectif pour atteindre ce but. Halder et le haut commandement pensaient qu'il fallait prendre Moscou. Hitler, de l'autre côté, hésitait entre la conquête des ressources agricoles et économiques au sud et la prise de Leningrad au nord. Adler et le haut commandement persistaient dans leur certitude que Moscou était l'objectif décisif de la campagne et devait le rester. Il apparaît que des directives dans ce sens furent données au commandant du groupe de Panzer, dont Guderian. Celui-ci ne devait en aucun cas improviser, mais en réalité, il interprétait le plan comme il le sentait. Et c'est pour cette raison que plus tard, il fut contraint de démissionner. En dépit des pertes importantes en hommes et en matériel et de la résistance tenace de l'armée rouge, le groupe d'armées du centre continuait à s'enfoncer encore plus profondément en Russie. Mais l'objectif principal lui échappait encore. Finalement, en octobre, le décor était planté pour l'attaque finale contre Moscou, l'opération Typhon. En novembre, le chef d'état-major réunit les officiers des 3 groupes d'armées engagés sur le front Est. La question clé était de savoir si les armées allemandes devaient désormais se fixer le long du front actuel et y attendre le retour d'une météo décente au printemps, ou alors les 3 groupes d'armées devaient-ils continuer d'attaquer pendant les mois d'hiver. Pour le groupe d'armées du centre, les options étaient simples. D'une part, il y avait la perspective alléchante d'atteindre le Kremlin.
De l'autre, le doute sur la capacité des troupes à réussir cette poussée finale dans des conditions défavorables. Après cette conférence, des discussions se poursuivirent entre les différents officiers. Le maréchal von Klug avait visité régulièrement des unités de première ligne et avait recueilli l'opinion des hommes du rang qui se trouvaient dans les tranchées. Pendant des jours, les officiers délibérèrent, mais la décision finale fut qu'une dernière tentative devait être faite. Une dernière attaque serait donc lancée avec pour objectif Moscou. Il y eut plusieurs grandes batailles et de nombreuses opérations peuvent être considérées à juste titre et avec le recul comme des tournants de la Seconde Guerre mondiale. L'opération Typhon en fait indéniablement partie. Avec Guderian et son deuxième groupe de Panzer revenus du terrain de leurs exploits dans le sud, le groupe d'armées du centre avait rassemblé toutes ses forces pour un dernier assaut contre Moscou. Cette ultime tentative fut à deux doigts de réussir en dépit de tous les éléments dressés contre elle. L'opération commença dans la boue de la saison des pluies russes, suivie du plus rigoureux des hivers que la Russie ait connu depuis un siècle. En dépit de ces problèmes et de la résistance tenace de l'armée rouge, le groupe d'armées du centre continua à tracer son chemin vers la capitale de Staline. Lors de la première semaine de décembre, les troupes allemandes atteignirent les faubourgs de Moscou. Elles n'étaient plus qu'à environ 20 km du Kremlin. Les tours de la citadelle étaient visibles au loin, mais c'était comme si elles étaient à 1000 km. La Wehrmacht avait progressé aussi loin qu'elle avait pu. Les hommes et leur matériel étaient à bout. Les lourdes pertes avaient miné l'esprit combatif des soldats et les griffes froides d'un hiver terrible avaient emporté des milliers d'hommes dans la mort. Il ne restait plus que quelques mètres, mais les défenses autour de Moscou étaient trop fortes pour les hommes affaiblis du groupe centre. L'opération Typhon avait échoué. L'opération Typhon, c'est-à-dire la tentative de conquête de Moscou, fut le point d'orgue de l'opération Barbarossa et un tournant décisif. Elle fut déclenchée trop tard et cumula tous les problèmes, dont le froid insoutenable, la neige et les défaillances logistiques. Mais ce fut incontestablement un tournant majeur dans l'approche stratégique. L'opération Typhon ne doit pas être sous-estimée en ce qui concerne ses conséquences. Pour l'Allemagne, en termes simples, elle fut un désastre stratégique. Comme impératif de l'opération Barbarossa, l'armée allemande devait battre l'Union soviétique en une seule campagne. Cet impératif fut annulé par l'échec de Typhon. La conséquence la plus évidente de cet échec concerne l'Angleterre, dont la position stratégique fut radicalement transformée. En octobre 1941, le seul allié de l'Angleterre, la Russie, semblait à deux doigts de subir une défaite totale. L'Angleterre apparaissait alors sur le point de revenir à la situation qui était la sienne en septembre 1940, après la bataille d'Angleterre, où elle n'avait pas été battue, mais n'avait aucune possibilité d'être victorieuse. L'échec de Typhon transforma la donne. Et en décembre 1941, 2 ou 3 jours après, les USA entrèrent en guerre aux côtés de l'Union soviétique et de la Grande-Bretagne. La guerre prenait un tout autre visage. Le 5 décembre 1941, une puissante contre-attaque du général Yukov repoussa les lignes allemandes qui battirent en retraite. Hitler entra dans une colère folle et s'attribua personnellement le commandement direct du groupe d'armées du centre le 19 décembre.
Il publia immédiatement un ordre stipulant qu'aucune retraite ne serait autorisée et que chaque homme devait combattre là où il se trouvait. Miraculeusement, le groupe d'armées du centre fut capable de se rassembler suffisamment vite pour stopper l'offensive russe, pratiquement sur la ligne que les Allemands occupaient en octobre. Des historiens considèrent qu'Hitler sauva ce groupe d'armées par son ordre impératif de tenir bon. Le débat aujourd'hui encore reste ouvert. Si l'ordre de tenir n'avait pas été donné au groupe d'armées centre, il y a fort à parier qu'il aurait été anéanti. C'est la première fois que la Wehrmacht subissait une défaite si importante. Tenir le terrain solidement était la seule manière de résister aux troupes soviétiques, très mobiles et agressives. Les troupes allemandes reçurent l'ordre de tenir bon et d'opposer une résistance fanatique aux Russes. Outre la survie du groupe d'armées du centre, cette volonté affichée apportait une contribution significative à l'image du Führer dans l'esprit des soldats, à un moment où leur confiance envers leur chef militaire commençait à s'effilocher. En réalité, les vraies raisons de la survie du groupe d'armées du centre résident ailleurs, dans les erreurs commises par les Russes et dans les ambitions démesurées de Staline. C'est alors que Staline, à son tour, commit une erreur majeure. Le 7 janvier, il donna l'ordre de lancer une offensive destinée à briser les lignes allemandes, mais cette fois, elle échoua. Contre l'avis de son principal chef militaire, le général Yukov, le 20 décembre 1941, Staline dévoila ses objectifs pour les forces russes de Moscou: encercler et anéantir le groupe d'armées du centre dans sa totalité. Yukov et ses collègues voulaient limiter les objectifs russes à simplement repousser les troupes allemandes. Il avait compris que leurs troupes n'avaient pas l'habilité, la mobilité, les équipements, le nombre, ni l'endurance pour atteindre des objectifs trop ambitieux. Le groupe d'armées du centre, s'étant replié sur ses bases, s'était sérieusement renforcé, et la grande offensive russe n'atteignit pas ses objectifs stratégiques. Il y eut de furieux combats, mais l'armée rouge atteignit les limites de ses capacités. Des villes comme Briansk, Orel et Koursk restèrent aux mains du groupe centre. Encore une fois, la situation dans le centre restait équilibrée. Au début de la campagne d'été de 1942, le monde retint son souffle. L'hypothèse la plus répandue était que la bataille pour Moscou allait reprendre, à l'initiative du groupe centre. Mais ce ne fut pas le cas. Hitler surprit Staline en modifiant la direction stratégique de l'ensemble de la campagne. Plutôt que de mettre la pression sur Moscou comme ses commandants le lui conseillaient, Hitler donna l'ordre au groupe Sud de reprendre l'initiative pour s'emparer des champs pétrolifères du Caucase. Cet ordre fatal allait être à l'origine de la perte de la Crimée et du désastre de Stalingrad. En 1942, le rôle du groupe d'armées du centre fut celui d'auxiliaire du groupe d'armées sud. Cela ne veut pas dire qu'il n'eut pas à livrer de durs combats. Ceux-ci s'interrompaient lorsque le terrain n'était plus qu'un immense bourbier, mais ils atteignaient une intensité incroyable en été comme en hiver.
Ce sont ces combats sans quartier qui caractérisent le front russe et en ont fait le champ de bataille où se sont déroulés les affrontements les plus brutaux de l'histoire. En 1942, le groupe d'armées du Centre joua à nouveau un rôle décisif, celui de tenir le front. Sa première tâche, qui n'était pas simple, était de nettoyer le chaos laissé par les Soviétiques après leur offensive d'hiver dans le nord et le sud. Il survécut à l'épreuve. En comparaison avec le groupe d'armées sud, la période d'avril à octobre 1942 fut une période de calme relatif pour le groupe Centre. Il se contenta d'effectuer quelques missions tactiques mineures afin de sécuriser le front et de le stabiliser à 150-200 km à l'ouest de Moscou. Dans le sud, la bataille de Stalingrad allait bientôt prendre toute son ampleur. Dans le sud, la bataille de Stalingrad allait bientôt prendre toute son ampleur. En dépit des apparences, ce n'était pas Stalingrad qui était au centre des préoccupations de l'état-major soviétique. La preuve en est, il y avait plus de troupes russes engagées contre le groupe Centre que présentes à proximité de la ville. Les renseignements allemands et les prévisions de Guderian pour le mois d'octobre et novembre allaient dans le même sens, à savoir que l'offensive soviétique concernerait particulièrement le groupe Centre. Was Stalingrad the bait or was Stalingrad a trap? On est en droit de se poser la question. Pour les Soviétiques, la prise de Stalingrad était-elle en réalité un appât ou un piège pour la Wehrmacht? La réponse est certainement oui, lorsqu'on constate combien la bataille de Stalingrad attira de forces allemandes loin du groupe Centre. Pendant l'été 1942, une série de batailles fit rage autour de la ville de Rzhev. Le groupe d'armées du Centre dut combattre avec ténacité pour éviter un désastre. Il ne réussit à contenir les attaques russes qu'en appelant à la rescousse les dernières réserves encore disponibles, c'est-à-dire les cuisiniers, les secrétaires et même les facteurs militaires. Ils réussirent ainsi à tenir le front, mais de justesse. Le calme du mois d'octobre prit fin en novembre, lorsque les formations russes de l'ouest de Moscou lancèrent l'opération Mars. Une terrible offensive fut lancée contre Velikaï Luki. L'opération Mars débuta à la fin d'octobre 1942. Elle concernait deux fronts soviétiques, le front ouest et le front de la Kalinine. L'idée était d'encercler la 9e armée allemande. Au centre, l'attention se porta sur la petite ville de Velikaï Luki, de 80 000 habitants environ. Cette ville était un centre ferroviaire stratégique situé dans une zone vraiment importante, parce que c'était le lieu où le flanc droit du groupe d'armées du Centre rejoignait le flanc gauche du groupe d'armées Nord. L'espace entre ces deux groupes d'armées était forcément vulnérable.
Pendant les longs mois de l'hiver 1942-43, un effort terrible fut exigé de ces deux groupes pour empêcher un désastre à Veliky Luki. En décembre 1942, les troupes de choc du général Kotyski tentèrent et réussirent l'encerclement de la garnison de Veliky Luki. La formation allemande à l'intérieur de la poche, soit 7000 hommes sous les ordres du général von der Chaveli, demanda l'autorisation de rejoindre les lignes allemandes à l'ouest. Mais cette demande fut repoussée par Hitler. En conséquence, pendant des semaines, des unités russes tentèrent de couper la poche allemande en deux. Des troupes furent piégées dans la citadelle de la ville, tandis que d'autres étaient coincées dans les faubourgs à l'est de la ville. Malheureusement, vers la mi-décembre, l'opération Mars prit fin sans avoir été une réussite totale. Il y eut pourtant des points positifs. Par exemple, il avait été démontré que la percée de Yukov à Demyansk avait été pratiquement inutile. En revanche, grâce à la pression exercée par l'opération Mars, le groupe d'armées du centre avait été dans l'incapacité d'envoyer des divisions en renfort à Stalingrad. Le groupe centre avait réussi à éviter une catastrophe à Veliky Luki. Mais pour le groupe d'armées sud, à Stalingrad, le désastre ne put être évité. La perte de toute la 6e armée eut des répercussions sur toutes les forces allemandes combattant en Russie. Par miracle, von Manstein fut capable de rétablir la situation au sud pendant le printemps 1943, jusqu'au moment où Hitler fut suffisamment en confiance pour donner l'ordre d'une attaque définitive. Ce fut l'offensive d'été 43, la célèbre opération Citadelle. En 1941, l'essentiel de la puissance offensive était attribué au groupe d'armées du centre. En 1942, la priorité avait été donnée au groupe d'armées sud. Pour l'opération Citadelle, les mêmes impératifs étaient fixés aux deux groupes afin de porter un coup fatal à l'armée rouge. En dépit des forces considérables rassemblées pour le grand assaut, tout le monde était conscient des conséquences d'un éventuel échec. L'armée allemande en Russie était à la limite de ses capacités. Citadelle était un pari. C'était le quitte ou double sur une seule opération. Le groupe d'armées du centre devait former l'aile nord de l'offensive, destinée à réduire le saillant russe qui pénétrait dans les lignes allemandes près de la ville de Koursk. Du côté soviétique, les Russes prirent les choses au sérieux. Ils organisèrent le plus important système défensif jamais conçu, et ils eurent le temps de le faire. Ils creusèrent des milliers de kilomètres de tranchées, répartirent de multiples champs de mines et de positions préparées. Pour la première fois dans l'histoire de la guerre germano-soviétique, le commandement soviétique concentra les plus importantes réserves stratégiques jamais regroupées. Les chefs soviétiques étaient décidés à rendre coup pour coup à l'armée allemande au cours d'un combat sans merci. Ils n'avaient aucune raison de penser, avec leur expérience de juin 41 à novembre 42, que les soldats de l'armée rouge ne seraient pas capables d'affronter d'égal à égal leurs homologues allemands. Ils espéraient qu'ils seraient capables de le faire, mais qu'ils aient été confiants ou non, reste encore un mystère. L'opération Citadelle peut être considérée comme un tournant capital de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Si les troupes allemandes avaient gagné à Koursk, le cours de la guerre aurait été totalement différent. Les Allemands ne réussirent pas à passer par Koursk.
Au nord, le groupe d'armées du centre du général Modiller, aussi appelé le Pompier, ne progressa pas du tout et fut simplement repoussé. Au sud, où le groupe d'armées sud opérait, il y eut une petite progression. Mais la défense fut si forte et les pertes dans les deux camps si importantes qu'Hitler fut obligé de mettre un terme à l'opération Citadelle. Il n'arriva jamais à Koursk, il ne parvint pas à percer et n'arriva donc jamais à Moscou. Après de lourdes pertes, l'opération Citadelle fut abandonnée en juillet 1943. Avec elle, l'Allemagne abandonnait ses dernières chances de gagner la guerre. La bataille de Koursk en 1943 est unanimement reconnue comme la dernière offensive de l'armée allemande qui ne fut plus jamais capable d'entamer une opération offensive majeure en Russie. Après Koursk, à l'automne 1943, l'armée allemande fut le plus souvent contrainte à battre en retraite en permanence. À peine l'opération Citadelle était-elle terminée que le groupe d'armées centre se retrouva lui-même visé par une importante offensive russe pour reprendre la ville d'Orel, qui faisait partie d'un saillant des lignes allemandes en Russie. Alors que l'opération Citadelle avait été un échec, Orel fut un succès majeur. Vu l'importance de l'assaut, il était clair que von Kluge et le groupe d'armées centre allaient être l'objet de toute l'attention de l'armée rouge. Affaibli par leur participation à l'offensive d'été, le groupe d'armées centre n'avait pas repris l'initiative stratégique qui était passée maintenant du côté des soviétiques. Pendant l'hiver 1943, le groupe centre fut repoussé d'Orel à Briansk, et plus en arrière encore, jusqu'à une ligne défensive qui courait de l'ouest de Smolensk à Gomel. Le groupe centre avait eu l'opportunité de gagner la guerre. Il devait désormais éviter de la perdre, mais la tâche s'avérait au-dessus des forces de la Wehrmacht qui s'affaiblissaient rapidement. Le 22 juin 1944, l'armée rouge lança une offensive massive, méticuleusement préparée. Nom de code Bagration, qui allait conduire à l'anéantissement du groupe centre en 2 semaines. L'adhésion aveugle aux ordres d'Hitler de tenir bon contribua à cette situation désastreuse. Le gros des forces du groupe d'armées centre fut encerclé et complètement détruit lors d'une offensive éclair qui débuta le 23 juin. Le 3 juillet, Minsk avait été prise et 350 000 Allemands capturés. Un désastre d'une plus grande ampleur encore que Stalingrad. La guerre à l'Est était perdue. Dès août 1944, les forces russes passaient les frontières de la Prusse orientale. En termes simples, l'opération Bagration amena à la destruction du groupe d'armées du centre. En moins de 4 semaines, le groupe centre déplora 450 000 morts et en tant que force militaire était totalement anéanti. Il avait fallu 3 longues et sanglantes années aux Russes pour avoir leur revanche. L'invasion allemande de l'Union soviétique avait commencé en juin 1941. En juin 1944, l'armée rouge engagea la plus énorme offensive de son histoire contre le groupe d'armées du centre. Et cette fois-ci, c'était pour le détruire. Ce fut en effet la plus compliquée et la plus sophistiquée des opérations militaires que l'armée rouge avait lancées jusqu'à cette date.
Elle impliquait 4 fronts, les premiers, deuxième, le troisième front biélorusse et le premier front de la Baltique. C'est une preuve de plus de la sophistication accrue des manœuvres stratégiques soviétiques et de l'incapacité des commandants allemands à faire face à la menace de plus en plus redoutable représentée par l'armée rouge. Et la chose la plus importante fut qu'en taillant en pièces le groupe d'armées centre, ils furent capables d'avancer en suivant un axe stratégique précis qui était le chemin le plus court vers Berlin. La destruction presque totale du groupe d'armées centre creusa un énorme trou dans les lignes du front allemand et laissa le groupe nord vulnérable à un encerclement. Les autres forces allemandes en Russie furent à leur tour contraintes à la retraite pour éviter l'anéantissement. Les vétérans aguerris du front de l'Est ayant été décimés lors de la grande bataille d'encerclement du 19 juin 1944, un nouveau groupe centre fut donc créé sous le commandement du général Scholl pour la défense finale de l'Allemagne en 1945. Les hommes de ce nouveau groupe d'armées du centre combattirent courageusement, mais ils ne purent rien faire pour empêcher un second et dernier désastre. En janvier 1945, les éléments du groupe centre furent à nouveau piégés et encerclés en Prusse orientale, dans une poche centrée autour de la ville de Kustrin, où ils continuèrent à résister jusqu'en avril 1945. Alors que le Reich s'effondrait sous le déferlement de la puissance de l'armée rouge, l'Allemagne était envahie et occupée. Les derniers éléments survivants de l'armée furent finalement piégés par l'armée rouge à Königsberg. Ils se rendirent le 8 mai 1945. En opposition directe avec les ordres d'Hitler, le général Heinrich conduisit ses hommes loin de Berlin et de leur destruction certaine. Il sauva ainsi de nombreuses vies. L'esprit combatif du groupe d'armées du centre s'est manifesté jusqu'aux ultimes instants du conflit. Le groupe d'armées centre hanta l'armée rouge et il fallut du temps pour en effacer les fantômes.